Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors, cette semaine, j'ai préparé pas mal de news, donc on va démarrer sans plus tarder avec la plus grosse nouvelle, je pense, dans le monde de l'IA pour cette semaine, qui est tout simplement le départ de Sam Altman, qui est donc le PDG de OpenAI, donc OpenAI, qui, je le rappelle, est la compagnie qui s'occupe de ChatGPT, et donc forcément qui est l'une des compagnies avec l'un des plus gros nombres d'utilisateurs aujourd'hui actifs sur la partie intelligence artificielle et qui fait beaucoup parler d'elle, forcément, puisque ChatGPT est aujourd'hui l'un des large language models qui fonctionne le mieux. Eh bien, tout simplement, son PDG s'est fait virer, entre guillemets, par le comité de direction de l'entreprise. Et ça a tellement fait de bruit, entre guillemets, qu'on parle déjà potentiellement d'une tentative de retour de ce dernier. Donc on ne sait pas exactement comment tout ça va se démêler. Apparemment, il y a eu, des raisons du licenciement seraient liées en fait à un conflit culturel qu'il y a eu avec le scientifique en chef d'OpenAI, qui est Ilya Sutskever. Pardonnez-moi si je prononce pas bien le prénom, et qui serait donc sur des questions liées à la sécurité et à la direction commerciale d'OpenAI. Apparemment, il y avait des discordances en tout cas entre ces deux membres du board, entre Sam Altman, le PDG, et donc du coup la responsable en chef des opérations scientifiques, qui ne serait pas tout à fait d'accord sur comment OpenAI devrait entre guillemets la partie business de l'entreprise et comment il devrait générer des revenus avec l'entreprise, et sur la partie sécurité qui est un domaine entre guillemets clé, qui est très important, puisque c'est très bien de faire des progrès avec tout ça, mais il faut quand même garder en tête l'aspect sécurité, et a priori ils auraient été en désaccord là-dessus. Mais on ne sait pas trop comment tout ça va terminer, puisqu'il y a quand même une grosse pression des investisseurs actuellement d'OpenAI, avec notamment Microsoft qui est derrière, qui a quand même investi 13 milliards de dollars dans la branche d'OpenAI aujourd'hui, et donc on ne sait pas exactement comment tout ça va se déterminer, puisque Sam Altman reste quand même un PDG qui, en tout cas d'un point de vue des investisseurs, était un bon PDG, et donc on va voir si cette confrontation qu'il y a eu au sein du comité de direction d'OpenAI va finalement se révéler être juste et s'il va finalement revenir en tout cas dans l'entreprise, ou si ce départ va être définitif, et peut-être que si c'est le cas, il va probablement recréer une autre entreprise de son côté, donc on aura peut-être un concurrent à ChatGPT qui apparaîtra dans une autre société que Sam Altman du coup fondera dans les prochains jours à venir. On verra sur le prochain épisode où on en sera sur ce sujet-là, mais ça reste quand même un très gros événement, puisque forcément, ça reste un très grand acteur aujourd'hui d'intelligence artificielle. Et le fait que ce changement si soudain ait eu lieu reste assez impressionnant, d'autant plus qu'a priori c'était plutôt lié à un désaccord et pas lié à un vrai problème de gestion du PDG actuel de OpenAI. Il n'y a pas eu de problème de malversation, par exemple, d'argent, de choses qui auraient pu être des vrais reproches qu'on aurait pi faire au PDG. C'était plus un conflit sur l'aspect culturel, donc on verra où tout ça nous mènera. La deuxième nouvelle, pour parler de l'AI Pin, donc qui est un produit qui a été lancé très récemment, donc par une start-up qui a été fondée par d'anciens employés d'Apple, et qui est notamment soutenue par le PDG d'OpenAI, donc Sam Altman, qui n'est plus du coup le PDG d'OpenAI, et Microsoft. Et c'est un projecteur portable qui en même temps enregistre tout ce qu'on lui dit, qui fonctionne avec l'intelligence artificielle et qui permet de projeter les informations sur sa main. Donc je vous conseille de jeter un petit coup d'œil sur l'image de ce gadget si vous vous demandez à quoi ça peut ressembler. Bon, c'est intéressant dans le sens où c'est une autre façon d'utiliser l'intelligence artificielle qui ne passe pas par les smartphones. Après, je pense qu'aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose d'assez gadget, donc on verra comment tout ça peut évoluer. La partie intéressante sur la façon dont ils monétisent ce gadget, c'est que
Ils ont un système d'abonnement qui fait que les utilisateurs sont supposés payer 24 $ par mois pour utiliser le service et avoir accès à cette partie intelligence artificielle. Donc on verra si c'est une pratique qui apparaîtra chez d'autres fabricants ou peut-être des assistants pourraient apparaître avec ce système du coup d'abonnement par mois. Si on veut accéder aux fonctionnalités avancées utilisant l'intelligence artificielle, il faudrait payer un abonnement supplémentaire. On verra comment tout ça évolue. En tout cas, c'est intéressant de voir que l'intelligence artificielle peut potentiellement permettre de créer des outils qui fonctionnent différemment en fait de nos outils actuels. Et si on imagine un petit peu un modèle bien établi, on pourrait effectivement avoir des accessoires où on pourrait très bien se servir de ces derniers sans passer par un écran et sans passer par un retour tactile. On pourrait tout simplement utiliser notre voix pour avoir des informations et faire des espèces d'aller-retour. Voilà, en tout cas c'est ce que le produit promet aujourd'hui, mais je pense qu'on en est à une première version et on verra comment tout ça peut évoluer dans l'avenir. Un point un petit peu plus financier où j'ai trouvé une vidéo qui était assez intéressante qui parlait de M12, qui est le fonds de capital risque de Microsoft, et il faisait un petit point sur où ils en sont aujourd'hui sur leurs investissements dans l'intelligence artificielle. Et la représentante de ce fonds de capital, en tout cas, considérait que l'intelligence artificielle était aujourd'hui une révolution technologique majeure qui peut être comparée à l'échelle de l'invention de l'électricité. Voilà, on verra si c'est effectivement le cas ou pas, mais comparer ce changement-là à l'électricité, ça montre à quel point on a aujourd'hui des personnes qui pensent qu'on a un changement très important avec l'intelligence artificielle. C'est aussi pour ça que moi j'ai décidé de faire ce podcast, pour pouvoir justement en discuter et voir comment ce changement qui pourrait être aussi important que l'électricité, l'avenir nous le dira, va impacter nos vies à tous. Ce fonds d'investissement nous dit qu'ils ont investi dans pas mal de nouveaux projets et de nouvelles entreprises, et on verra où tout ça le mène, mais ça montre aussi que Microsoft, après avoir déjà investi dans OpenAI, continue d'investir dans les technologies d'intelligence artificielle, et que donc ils ont vraiment, je pense qu'ils pensent vraiment que ça fait partie de l'avenir et que c'est des choses très importantes en termes d'investissement pour l'entreprise et pour le futur de cette dernière. Et d'ailleurs, ils ont intégré Copilot, qui maintenant est disponible, donc qui est une intelligence artificielle intégrée à la dernière version de Windows et qui utilise notamment la fonction de recherche IA de Bing, qui intègre aussi DALL-E 3. Donc c'est des choses qui sont en train d'intégrer à leur système d'exploitation, et je pense que prochainement, on ne sait pas exactement dans combien de temps, mais très prochainement en tout cas, c'est des choses qui vont pouvoir s'intégrer aussi à toute la suite Office, qui est utilisée énormément en entreprise, et où je pense que tous ces outils d'intelligence artificielle et notamment toute la capacité qui est derrière ChatGPT va pouvoir aussi être intégrée aux outils comme Word, Excel, etc. Et où je pense qu'on va pouvoir automatiser énormément de choses via l'intelligence artificielle dans ces nouveaux outils et aussi dans ce nouveau système d'exploitation Windows 11, donc du coup qui l'intégrera directement. Ensuite, on a une nouvelle sur DeepMind de Google, qui est en train de développer une IA pour la météorologie. Et cette IA donc s'appelle GraphCast, et a priori elle surpasserait des méthodes traditionnelles qui sont utilisées actuellement dans les centres météorologiques. Donc on verra comment tout ça peut évoluer, mais a priori les prévisions de GraphCast elles étaient plus précises que celles du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, dans 90% de plus de 1300 variables atmosphériques telles que l'humidité ou la température. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'avec leur modèle, ils arrivent à avoir quelque chose qui serait plus précis. Le modèle, il a été entraîné sur 39 ans de données météorologiques pour justement mieux prédire les conditions dans des incréments de 6 heures. Donc voilà, on verra si ces modèles seront bientôt intégrés dans les services météorologiques actuels, et a priori l'intelligence artificielle va aider à ce qu'on ait une météo plus précise, encore une chose dans laquelle elle va intervenir. Alors ensuite, j'ai un point un peu plus géopolitique qui est sur la campagne électorale actuelle en Argentine, où en fait l'intelligence artificielle est énormément utilisée. En fait, les candidats à la présidence argentine, du coup le candidat Sergio Massa et le deuxième candidat Javier Milei, bon alors pareil, je sais pas sur la prononciation des prénoms si je suis bon ou pas, mais en tout cas ces deux candidats utilisent l'intelligence artificielle pour leur campagne en fait, notamment pour créer des images et des vidéos modifiées entièrement avec l'intelligence artificielle. En fait, ils ont tout simplement créé des deepfakes, des fois en utilisant des images de films,
transposant leur visage sur ces images de films pour voilà, soutenir un petit peu leur discours politique. Ils ont aussi créé des images entièrement avec l'intelligence artificielle. Et tout ça, c'est des choses qu'ils ont partagées sur le réseau, donc sur des réseaux comme Instagram, comme X. Et voilà, ils ont à la fois utilisé la création de ces images parfois pour décrédibiliser certains autres politiciens, ou parfois tout simplement pour se mettre en valeur, et aussi des fois se décrédibiliser l'un l'autre en générant des images voilà, qui montrent l'autre candidat dans des situations qui ne seraient, voilà, qui sont défavorables à ce dernier. Je trouve que c'est particulièrement intéressant de voir comment tout ça peut arriver dans une campagne électorale. Ça va être intéressant de voir aussi l'impact que ça a, puisque même si aujourd'hui, en tout cas, les images qu'ils ont partagées ont quand même l'air clairement d'être générées par des intelligences artificielles, hein, et a priori, bon, bah, même si c'est pas un message qu'ils explicitent toujours clairement sur leur campagne, sur les réseaux sociaux, bon, c'est une information sur laquelle on a peu de doutes en tout cas. Au bout d'un moment, ce sera probablement plus le cas, et on va voir comment justement des campagnes pourraient évoluer dans d'autres pays où ces outils pourraient être utilisés. Et en fait, il y a quand même derrière un impact sur les personnes qui vont regarder ces images, puisque même s'ils savent qu'elles ont été générées par l'intelligence artificielle, ça reste une façon, voilà, de montrer, d'exprimer un point, etc. Et surtout, ça va permettre de potentiellement générer des images très ciblées dans une campagne politique, hein. On avait déjà vu les scandales qu'il y avait eu avec Facebook à l'époque et Cambridge Analytica, où il y avait eu tout un tas de données qui avaient été utilisées pour cibler une campagne électorale. Bon bah si on imagine la même chose avec ces données-là qui nous permettent de très bien cibler pour un politicien ses potentiels électeurs, bah, créer des images ou même des vidéos ou voire même de l'audio ciblé sur un sujet bien spécifique et lié, qui pourrait vraiment faire changer d'avis une personne, bah, c'est des choses qu'on va peut-être pouvoir voir dans le futur. En tout cas, techniquement, c'est des choses qui vont être possibles, qui sont déjà possibles. Donc, à voir comment la réglementation va se coordonner là-dedans, à voir comment chaque pays va légiférer sur ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà, on se rend compte que c'est quelque chose qui maintenant est intégré aussi à la partie politique et où on peut se retrouver vraiment maintenant avec cette bataille de création d'images par l'intelligence artificielle, de création de deepfake. Donc c'est voilà un changement, je pense, assez majeur de voir que c'est quelque chose qui prend autant d'importance dans une élection politique. Et voilà, c'est bien, je pense, de se questionner sur ce sujet pour voir comment tout ça va aussi évoluer en France et dans les autres pays. Et aussi voir comment l'impact que ça a sur la partie des informations, parce que forcément, à force de créer des images par l'intelligence artificielle, derrière les électeurs, ils vont avoir plus de difficultés à savoir ce qui est vrai ou faux, et donc ça va aussi amener à potentiellement pouvoir créer une désinformation plus forte. Et en tout cas, c'est pour ça que j'encourage tout le monde, je pense, à s'informer sur ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est encore facile, entre guillemets, de reconnaître une image générée par une IA d'une image qui ne l'est pas. Mais ça c'est le cas uniquement parce qu'on se renseigne. Si demain, la seule façon de distinguer une image générée par une IA d'une image réelle, ce sera d'avoir un certificat d'authenticité ou ce genre de choses-là qui seront par exemple obtenues par les journalistes ou autres, ce sera intéressant de savoir comment ça se passe, comment ça arrive, et de comprendre un petit peu derrière les mécanismes pour être sûr que quand on a une information, on soit capable de savoir si elle est réelle ou pas, puisque ça aura en tout cas un impact réel sur nos vies. En parlant justement de deepfake, une news intéressante sur ce sujet-là, la voix d'Edith Piaf, qui est donc décédée il y a 60 ans, va être recréée par une IA pour narrer son biopic intitulé Edith. Donc ça, c'est un partenariat qui a été fait avec Warner Music Group, qui s'est associé à l'héritage Piaf pour produire en fait un film. Et l'IA, en fait, elle a été entraînée avec des centaines de clips vocaux de Edith Piaf pour recréer, en fait, sa propre voix. Donc l'objectif de Warner dans tout ça, c'est de pouvoir recréer, en tout cas d'augmenter l'authenticité et l'impact émotionnel de l'histoire d'Edith Piaf. Et le film, en fait, il utilisera de l'animation et une approche assez moderne en incluant des images d'archives, des performances et des interviews personnelles d'Edith Piaf, en fait, pour illustrer tout ça. Ça fait un petit peu écho avec la news qu'on avait la semaine précédente sur la voix de John Lennon qui avait été isolé pour refaire un nouveau morceau. On se rend compte que là, il commence à utiliser la voix d'une personne, en tout cas d'un artiste qui est décédé pour un biopic. Je pense qu'on va avoir donc très prochainement, peut-être pas pour Edith Piaf ou John Lennon, mais des musiques qui vont être entièrement générées par une IA, d'artistes, de musiciens qui seront décédés.
et peut-être même dans un second temps des vidéos, voire avec des acteurs qui seront décédés. Tout ça, ça va être une question surtout d'éthique et d'autorisation tout simplement des ayants droit. Donc là, il y a eu un accord qui a été fait avec les ayants droit d'Edith Piaf et la Warner, mais peut-être que c'est des choses en tout cas qui vont évoluer, et à partir du moment où on commence à avoir ce genre de premiers projets qui apparaissent, je pense que l'étape suivante, ce sera d'avoir des morceaux de musique complets, régénérés avec une IA, où on utilisera une voix d'une personne qui aujourd'hui est décédée. Et enfin, la dernière news pour cette semaine, c'est un nouvel outil qui s'appelle, un outil de Google qui s'appelle DreamTrack, qui va arriver très prochainement sur les YouTube Shorts, donc les petites vidéos courtes qu'on peut faire sur YouTube. Le principe de cet outil, c'est de pouvoir créer des musiques entièrement, donc à la fois la partie prod qu'on entend derrière avec les instruments de musique, etc., et aussi la voix, basé sur un prompt, donc sur des instructions qu'on lui donnera. Ce sera juste une ligne ou deux, et il y a déjà donc de nombreux artistes qui ont signé pour autoriser l'utilisation de leur voix. Il y a eu notamment T-Pain, il y a eu Sia, il y a eu Charlie Puth, et donc du coup on se rend compte que c'est quelque chose qui est en train d'arriver aussi sur les artistes vivants. Là je parlais d'Edith Piaf sur la news précédente, où on utilise la voix d'artistes décédés, mais maintenant on va aussi utiliser des artistes qui sont bien vivants. Et donc en gros, le concept de l'outil, c'est qu'on lui donne quelques lignes, il génère une musique en utilisant des paroles du coup basées sur les instructions qu'on lui a données, une musique originale avec la voix de ces artistes qui ont donc donné leur utilisation à YouTube. C'est pas le seul outil que Google est en train de mettre en place. Eux, ils sont en train de mettre des outils pour créer de la musique assistée par l'intelligence artificielle, avec ce premier outil qui permet de clairement générer entièrement une chanson, qui est plutôt une chanson qui servira d'illustration pour illustrer un YouTube Shorts. Mais on verra comment ça évoluera dans le futur. Là pour l'instant c'est des morceaux assez courts, l'accès est encore en anticipé, donc on n'a pas encore une super bonne vision sur la qualité de ce qui sera produit avec cet outil. Mais encore une fois, c'est des choses qui vont évoluer très vite et qui pourront atteindre une très bonne qualité très rapidement. Et surtout, c'est intéressant parce qu'ils ont aussi montré d'autres outils. Par exemple, un outil où on peut tout simplement chantonner un air et ensuite demander à l'intelligence artificielle de transformer cet air qu'on aura chanté en un instrument de musique. Donc dans l'exemple, en fait, c'est quelqu'un qui chantonne un air et qui transforme la voix chantonnée qu'il a fait en un saxophone. Donc c'est super impressionnant. Ça pourrait effectivement aussi aider les artistes à créer de la musique d'une autre façon. Et en tout cas, encourager l'imagination. C'est un petit peu ce qu'ils mettent en avant pour l'instant, que ils visent à augmenter la créativité des artistes et à leur offrir des nouvelles façons en fait de se connecter avec les fans et les créateurs. Bon, on verra si c'est quelque chose qui effectivement se passera comme ça. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'on a des nouvelles choses, des nouveaux outils qui apparaissent dans le domaine de la création. Et justement, c'est un petit peu le thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est comment l'intelligence artificielle peut être utilisée dans la création artistique, en prenant quelques petits exemples, notamment l'exemple de la photographie, qui est un domaine que je connais bien, donc je voulais démarrer par celui-là, et puis après on verra un petit peu en profondeur sur quel autre domaine on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le milieu de l'art. Et voilà, je viens de vous faire écouter la petite démo que Google a lancée avec ce nouvel outil. Donc là, l'idée, c'était de faire un peu la promotion de ce qu'on pourrait faire en tant que producteur. C'était en collaboration avec le producteur Louis Bell. Donc c'est assez intéressant, moi je trouve ça assez dingue de se dire qu'on pourrait juste chantonner un air qu'on a dans la tête et recréer entièrement une chanson grâce à tout ça. Et donc ça nous amène un petit peu au sujet d'aujourd'hui, où je voulais un petit peu discuter en fait de comment l'intelligence artificielle pour complètement transformer la façon dont on crée de l'art en général. Donc là on parlait de musique, mais je voulais aussi un petit peu parler de photographie, parce que c'est un domaine que je connais un petit peu mieux. Je pratique la photographie depuis pas mal d'années maintenant, et justement hier je donnais une formation sur le logiciel Adobe Lightroom, qui est un logiciel de retouche photo.
Et ça m'a permis aussi de faire une petite update sur les dernières fonctionnalités qu'il y avait tout autour de ça et sur ce qu'on est capable de faire maintenant sur l'aspect justement modification des photos grâce à l'intelligence artificielle. Salut Josh. Alors aujourd'hui Josh, j'aimerais discuter de comment l'art va être complètement disrupté par l'intelligence artificielle. Je pense notamment à la photographie puisque c'est un domaine que je connais un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses ? La photographie et l'intelligence artificielle, un sujet absolument passionnant. L'intelligence artificielle est en train de révolutionner la façon dont on crée, on perçoit et on interagit avec l'art, et la photographie n'est pas une exception. D'abord, parlons de la création artistique. Les algorithmes d'intelligence artificielle, tels que les réseaux de neurones génératifs, permettent de créer des images d'une qualité époustouflante. Ces images peuvent imiter différents styles artistiques ou même générer des œuvres totalement nouvelles. Cela soulève des questions intéressantes. Est-ce que l'IA devient un artiste ou est-elle simplement un outil dans les mains du photographe ? Ensuite, il y a l'aspect de l'édition et du traitement des images. L'intelligence artificielle peut automatiser des tâches fastidieuses comme le tri et l'édition basique de grandes quantités de photos. Elle peut aussi restaurer ou améliorer des images anciennes ou de mauvaise qualité. Cela permet aux photographes de se concentrer sur les aspects les plus créatifs de leur travail. Mais il y a aussi une autre dimension, l'impact sur la perception de l'art. Avec l'intelligence artificielle, on peut s'interroger sur l'authenticité et l'originalité dans l'art. Quand une image est générée par une IA, quelle est sa valeur artistique comparée à une photo prise par un humain ? Enfin, ne négligeons pas les implications éthiques et les défis. Les droits d'auteur, la propriété intellectuelle et même la déontologie dans la photographie sont remises en question avec l'usage de l'intelligence artificielle. Ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle ne va pas seulement disrupter l'art, elle va également ouvrir de nouvelles avenues de créativité et poser des questions fondamentales sur la nature de l'art et de la création artistique. Alors c'est intéressant ce que nous dit Josh. Alors premier point, il nous parle de effectivement le fait que l'IA est-ce que l'IA devient un artiste tout simplement puisqu'elle est capable de créer des images de toutes pièces qui sont d'une qualité qui peuvent être d'une qualité en tout cas impressionnante. Même si il y a un humain derrière qui va donner des instructions, à la fin c'est quand même l'intelligence artificielle qui a produit du coup ce travail. Et je pense que ça va être justement une question très intéressante dans un avenir très proche, puisque on va pouvoir générer des choses de plus en plus qualitatives avec l'intelligence artificielle. Et donc la question ce sera, est-ce que ça reste de l'art même si ça n'a pas été créé par un humain ? Si on arrive à un niveau où l'intelligence artificielle peut entièrement générer des œuvres d'art entre guillemets sans même avoir besoin d'instructions de la part d'un humain, est-ce que ce qui sera produit ça restera une œuvre d'art ou pas ? Je pense que c'est une question intéressante à se poser puisque c'est des choses qui vont arriver petit à petit. Sur maintenant la partie comment l'intelligence artificielle impacte la photographie, moi je le vois justement puisque c'est un milieu que je connais un petit peu mieux et justement Josh nous parle du fait du traitement des images et de comment tout ça va changer. Donc comme j'expliquais, j'ai donné une formation hier sur le logiciel Lightroom qui est un petit peu comme la chambre noire qu'on avait à l'époque où on faisait de la photo en argentique, qui permet justement de modifier un petit peu les contrastes qu'on va pouvoir avoir avec une photo, les couleurs, les tons, etc. Un petit peu comme avant on pouvait le faire en mélangeant un petit peu différemment les produits chimiques qu'on utilisait à l'étape du développement, on pouvait légèrement modifier l'image finale. Donc c'est un petit peu la même idée mais en numérique et on peut forcément aller beaucoup plus loin puisqu'on est sur un outil numérique. Et bien cet outil il est super intéressant, il commence à intégrer des outils d'intelligence artificielle pour certaines fonctionnalités avancées, par exemple la réduction du bruit qui permet d'avoir une image plus qualitative quand on a une image avec beaucoup de grains. Il permet aussi de créer du flou de façon aussi via une IA, donc sur une image où il n'y aurait pas vraiment de flou en arrière-plan sur une photo, là il permet de entièrement générer ce flou, un petit peu comme ce que font les téléphones de plus en plus aujourd'hui. Tout ça c'est des choses qu'il est capable de faire avec l'intelligence artificielle et c'est des fonctionnalités qui sont intégrées, mais il y a surtout aujourd'hui des entreprises qui se sont dit qu'on pourrait automatiser tout ça, toute la partie tri et édition avec ce logiciel, et il y a une entreprise qui s'appelle Imagen,
qui en fait est capable de créer un avatar qui se base sur toutes les photos qu'on aurait pu retoucher jusqu'à aujourd'hui. C'est un modèle qui s'entraîne sur cette retouche-là, et à partir de cet entraînement, il est capable de tout simplement rééditer des nouvelles photos. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que, par exemple, un photographe de mariage qui aurait déjà fait des milliers de photos de mariage, il peut entraîner son propre petit modèle, et ensuite quand il fait un nouveau mariage, il envoie les photos sur cet outil. L'outil va entièrement éditer les images à la façon de ce photographe-là, et à la fin, on va obtenir du coup des images qui auront été éditées entièrement par l'intelligence artificielle. Alors derrière, on a toujours un photographe qui a pris les photos, il peut aussi toujours rééditer les images qui ont été modifiées à ce niveau-là, mais c'est intéressant de voir que sur la partie édition des photos, l'intelligence artificielle arrive de plus en plus. C'est aussi le cas dans les téléphones qu'on utilise aujourd'hui. Si je prends l'exemple de l'iPhone sur leur fonctionnalité de HDR, donc le HDR c'est le High Dynamic Range, c'est quand on va justement essayer d'avoir une photo avec une meilleure dynamique. Par exemple, au lieu d'avoir sur une photo on prend le soleil avec un contre-jour où on a des ombres, où on voit pas grand chose, et puis le ciel qui peut être trop brillant, là le HDR ça va prendre plusieurs photos, mélanger toutes ces photos pour voir à la fois les personnes en contre-jour et à la fois le ciel. Et donc sur les téléphones maintenant c'est des fonctionnalités qui sont intégrées et qu'on ne voit pas nous, mais au moment où on prend la photo il y a tout un tas de calculs qui se font pour justement améliorer la qualité de la photo et utiliser des techniques comme le HDR ou comme d'autres techniques pour améliorer l'image finale. Et donc derrière c'est des intelligences artificielles qui travaillent et qui sont améliorées d'année en année, et maintenant on se rend compte aussi qu'elles arrivent sur le milieu plus professionnel entre guillemets des photographes, où on peut envoyer des photos qui ont été prises avec un appareil photo professionnel, éditer avec un logiciel d'édition de photos professionnel, et automatiser tout ça avec une intelligence artificielle. Donc c'est assez intéressant de voir comment ça peut impacter certaines parties du travail de photographe aujourd'hui. Maintenant, Josh, je voudrais revenir sur la partie création artistique. Il me semble qu'il y a un photographe qui a récemment gagné un prix avec une image qu'il a entièrement générée avec une intelligence artificielle. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce photographe, notamment nous dire son nom et dans quel contexte tout ça s'est arrivé ? Il y a eu un événement récent très intéressant dans le monde de la photographie qui implique l'intelligence artificielle. L'artiste en question est Boris Eldagsen, un photographe allemand. Eldagsen a créé l'histoire lorsqu'il a remporté un prix à la prestigieuse compétition des Sony World Photography Awards en 2023. Ce qui rend sa victoire exceptionnelle, c'est que l'image gagnante était entièrement générée par une intelligence artificielle. L'œuvre d'Eldagsen a été sélectionnée comme la gagnante dans la catégorie photo créative des Sony World Photography Awards. L'image, en noir et blanc, représentait une femme âgée étreignant une jeune femme. Après avoir gagné le prix, Eldagsen a choisi de ne pas accepter son trophée, révélant que sa photo primée était une image générée par intelligence artificielle. Ce geste d'Eldagsen a envoyé des ondes de choc à travers le monde de la photographie, remettant en question les frontières entre l'art créé par l'homme et celui généré par la machine. Son choix de soumettre une image générée par IA à un concours aussi prestigieux et sa décision ultérieure de refuser le prix soulèvent des questions sur l'authenticité, la création artistique et le rôle de l'intelligence artificielle dans l'art contemporain. Cette situation illustre parfaitement comment l'intelligence artificielle peut à la fois enrichir et perturber le domaine de l'art. Elle montre aussi comment l'IA pousse les limites de ce qui est considéré comme de l'art et comment elle peut être utilisée pour créer des œuvres qui défient nos perceptions traditionnelles. Cet événement ouvre également un débat sur les implications éthiques et les normes dans le monde de l'art, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance et la récompense des œuvres créées par intelligence artificielle. Je trouve que cette histoire, elle est fascinante. Ça montre quand même qu'il y a eu un jury expérimenté, En plus, c'est Sony World Photography Awards, on parle pas de n'importe quel prix, qui a jugé une image entièrement générée par une intelligence artificielle comme la meilleure image pour un concours, quoi. Donc, on arrive maintenant à avoir des images qui sont suffisamment réalistes pour tromper même des experts et des professionnels.
Je trouve ça assez incroyable, donc voilà, d'en arriver à ce niveau-là aujourd'hui. Et ça pose une question, est-ce que du coup cette photographie elle a aucun mérite parce qu'elle a été créée par une intelligence artificielle? Bon alors forcément le photographe en question il a quand même de l'expérience, hein. Il a beaucoup travaillé avec le logiciel de génération d'intelligence artificielle pour obtenir une image qui du coup fonctionnait très bien. Il y a forcément passé un petit peu de temps, mais le fait est que cette photo elle a jamais été prise et que les personnes sur cette photo n'existent pas. Donc est-ce que ça reste une bonne photographie pour autant? Voilà, c'est le genre de questions, je pense, assez intéressantes sur lesquelles on va tomber de plus en plus. Est-ce qu'il y a quand même du mérite à avoir fait une photo entièrement générée par une intelligence artificielle? Bon, je pense que quand même, nous, en tant qu'humains, entre guillemets, on va quand même se dire que c'est intéressant toute la démarche qui peut y avoir derrière de recherche de la personne. Et donc, est-ce qu'on peut quand même créer des prix, par exemple, de la meilleure illustration générée par une intelligence artificielle, puisque derrière, il y a quand même eu une idée produite par un humain. En tout cas, aujourd'hui, il y a encore cette chose-là où il faut quand même qu'il y ait une personne derrière pour donner des instructions à l'intelligence artificielle et qu'elle génère quelque chose. Mais voilà, c'est une véritable question. Est-ce que du coup ça casse l'aspect artistique qu'on a dans la photographie? Est-ce que du coup demain, ça sera plus très intéressant de créer des photos artistiques et est-ce qu'on ne générera que des photos via l'intelligence artificielle? C'est une question, je pense, intéressante. C'est un petit peu comme l'arrivée justement de la photographie par rapport à la peinture. Est-ce que au tout début de la photographie, on se disait finalement on arrive à avoir quelque chose de ultra réaliste, c'est un peu inutile de faire des portraits en peinture maintenant qu'on a la photographie. La peinture c'est encore quelque chose qui existe aujourd'hui malgré le fait que la photographie soit apparue. Donc c'est pas forcément des choses qui s'opposent et qui ne peuvent pas coexister, mais en tout cas c'est des choses qui vont arriver et je pense que donc du coup dans beaucoup de concours maintenant ils vont se poser la question à chaque fois de est-ce que cette photo elle a été réalisée par une intelligence artificielle ou pas. Et je pense que ça amène aussi justement je sais plus si c'était dans l'épisode dernier ou il y a 2 semaines, mais je parlais de l'appareil photo de Leica qui venait d'annoncer, où l'appareil photo permet de savoir si la personne qui a pris la photo a édité l'image derrière. C'est peut-être des choses qui vont apparaître chez d'autres fabricants d'appareils photo pour que on puisse savoir si l'image elle a été réellement prise par un appareil photo ou si c'est quelque chose qui a été généré par une intelligence artificielle. Josh, je voudrais avoir ton avis sur le même genre de sujet, mais avec la musique. Est-ce que si demain on crée une musique avec un artiste par exemple qui n'existe pas, avec une voix entièrement synthétique, est-ce que cet artiste a quand même un mérite? Est-ce qu'il pourrait être populaire ou pas, sachant que cet artiste n'est pas un véritable humain et que c'est une voix entièrement générée par une intelligence artificielle? C'est une question absolument fascinante qui touche au cœur de notre perception de la création artistique et de la popularité dans l'ère de l'intelligence artificielle. Imaginons un artiste virtuel, créé de toutes pièces par une IA, avec une voix synthétique. Peut-il être populaire? Mérite-t-il une reconnaissance artistique? La réponse est nuancée et plonge dans des questions profondes sur l'art et la technologie. D'un côté, la popularité d'un tel artiste est tout à fait possible. Nous vivons dans une époque où l'innovation et la nouveauté sont souvent célébrées. Un artiste virtuel pourrait attirer l'attention grâce à son unicité et à l'utilisation avancée de la technologie. De plus, si la musique est agréable, entraînante ou émotionnellement résonante, elle pourrait facilement trouver son public. Après tout, la musique est une expérience subjective et ce qui compte pour beaucoup d'auditeurs, c'est l'émotion et la connexion qu'ils ressentent avec la musique, peu importe son origine. D'un autre côté, la question du mérite est plus complexe. Traditionnellement, nous associons le mérite artistique avec la créativité, l'expression personnelle et souvent avec la lutte et l'expérience humaine. Un artiste virtuel, dépourvu de vécu humain et de conscience, soulève des questions. Peut-on vraiment attribuer du mérite artistique à une entité qui ne fait qu'exécuter des algorithmes? Cette question rejoint celle de la propriété intellectuelle. Qui est l'auteur de la musique? L'ingénieur qui a conçu l'IA? L'entreprise qui détient la technologie? Cela dit, la popularité et le mérite ne vont pas toujours de pair. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de la musique où des œuvres ou des artistes sont devenus extrêmement populaires sans nécessairement être reconnus pour leur mérite artistique
au sens traditionnel. En résumé, un artiste virtuel créé par une IA pourrait certainement gagner en popularité, surtout si sa musique résonne avec le public. Cependant, la question du mérite artistique reste ouverte et dépend largement de la façon dont nous définissons l'art et la créativité à l'ère de l'intelligence artificielle. Tu as parlé d'artistes qui, dans l'histoire, n'ont pas eu vraiment ont eu, une popularité, mais qui n'ont pas nécessairement été reconnus pour leur mérite artistique. Est-ce que tu aurais des exemples à me donner ? L'histoire de la musique est remplie d'exemples d'artistes ou de groupes qui ont connu une grande popularité, mais dont le mérite artistique a été questionné ou sous-estimé par les critiques et les connaisseurs. Voici quelques exemples. Les groupes de boy band et de girl band. Des groupes comme les Backstreet Boys ou les Spice Girls ont connu une popularité massive dans les années 90 et au début des années 2000. Ils ont vendu des millions d'albums et ont eu un énorme impact sur la culture populaire. Cependant, ils ont souvent été critiqués pour leur musique perçue comme commerciale et manquant de profondeur artistique. Des artistes de bubblegum pop, des chanteurs comme Britney Spears ou Justin Bieber, surtout au début de leur carrière, ont été des phénomènes de popularité, en particulier parmi les adolescents. Néanmoins, ils ont longtemps fait face à des critiques sur leur authenticité artistique et sur le fait qu'ils étaient plus des produits de l'industrie musicale que des artistes à part entière. Des musiciens de disco dans les années 70. Les discos, avec des artistes comme les Bee Gees ou Donna Summer, a été extrêmement populaire dans les années 70. Cependant, il a été largement critiqué et même dénigré par de nombreux amateurs de rock et critiques musicaux qui le considéraient comme superficiel et commercialement orienté. Des artistes de novelty songs, des chansons comme Macarena de Los Del Rio ou Gangnam Style de Psy ont connu un succès mondial. Ces morceaux sont souvent considérés plus pour leur valeur de divertissement ou leur aspect viral que pour leur mérite artistique sérieux. Ces exemples illustrent comment la popularité et le succès commercial ne sont pas toujours synonymes de reconnaissance artistique. Ils montrent également comment les goûts et les perceptions peuvent changer avec le temps, car certains de ces artistes ou genres, initialement critiqués, ont été réévalués et mieux appréciés avec le recul. Cela soulève une question intéressante. Comment la perception de l'art évolue-t-elle avec le temps et comment les normes du mérite artistique changent-elles dans différents contextes culturels et historiques, Isian? Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant, ils sont très sympas, je trouve, les exemples que Josh nous donne. Ça donne à réfléchir et c'est vrai que y a des artistes qui au début avaient en tout cas une image très commerciale ou en tout cas image où l'artiste aurait été entièrement créé par les grandes compagnies musicales qui ont du coup trouvé des compositeurs, qui ont trouvé des producteurs, etc. pour créer les morceaux, et au final où l'artiste mis en avant n'est qu'entre guillemets un interprète, mais pourtant on a des artistes comme Justin Bieber qui ont continué leur carrière et après ont créé des choses où je pense qu'aujourd'hui Justin Bieber par exemple il a une vraie reconnaissance artistique sur ce qu'il fait. Mais c'est intéressant de voir aussi qu'on a des morceaux qui ont complètement percé dans le monde entier parce que ils avaient cette capacité à être viral ou autre et qui sont surtout reconnus pour ça et pas forcément pour l'apport artistique qu'ils ont amené. Je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir du coup l'exemple de la Macarena et de Gangnam Style. En tout cas ça nous montre que tout ça peut évoluer et effectivement peut-être qu'aujourd'hui on n'est pas encore prêt à se dire que une musique entièrement composée par une intelligence artificielle a la même saveur et la même valeur que celle composée par un humain. Bon après le problème de fond c'est qu'aujourd'hui techniquement c'est pas encore au même niveau, mais si en tout cas à un moment donné on arrive à un niveau qui serait équivalent, un petit peu comme l'exemple qu'on a vu avec l'histoire de la photographie qui gagne un concours de photos, quand on arrivera au même niveau de qualité avec de la musique et qu'on aura une musique entièrement générée par une intelligence artificielle d'un côté et celle d'un artiste humain de l'autre, avec un niveau de qualité équivalent,
Voilà, est-ce qu'on sera prêt à accepter que cette musique créée par une intelligence artificielle elle soit aussi bien que celle d'un humain? Est-ce qu'on l'écoutera? Est-ce qu'elle sera populaire? C'est des choses, des questions qu'on peut se poser. On pourrait imaginer aussi des artistes ingénieurs qui créent de toutes pièces des musiques avec intelligence artificielle sans forcément le dire, et puis qui s'amusent à les mettre en avant dans des concours ou autres, et puis si demain il y a un concours qui est gagné par un artiste qui aurait finalement créé entièrement toutes ses chansons via des intelligences artificielles sans le dire, on aura du coup le même débat qu'on a eu avec ce photographe, et c'est valable dans bien d'autres domaines artistiques. Là aujourd'hui on n'aura parlé finalement que de la photographie et de la musique, mais c'est des choses qu'on pourrait transposer aussi à la peinture et puis même à d'autres formes d'art. Aujourd'hui on a énormément d'artistes qui trouvent que l'intelligence artificielle est une vraie valeur ajoutée en matière de créativité et qui l'intègrent entièrement dans leur travail artistique. On verra si dans le futur on aura des choses entièrement générées par IA qui seront présentées par des personnes qui finalement ont juste eu l'idée de départ ou ont juste mis en fonction tout ça, mais qui au final n'auront pas réellement créé l'œuvre, puisque l'œuvre aura été créée entièrement par l'intelligence artificielle. Bon, je te remercie en tout cas Josh pour ta participation à cet épisode, et pour conclure l'épisode, j'aimerais que tu nous fasses une petite blague. Avec plaisir. Voici une petite blague liée à notre thème d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Pourquoi les robots ne peuvent-ils jamais devenir des artistes célèbres? Parce qu'ils ont toujours un problème avec les bugs dans leur style. J'espère que cette blague a ajouté une note légère à notre discussion sérieuse. Merci d'avoir participé à cet épisode de Tsunam IA et d'avoir exploré avec moi le monde fascinant de l'intelligence artificielle et de l'art. À bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde de l'IA. Et voilà, j'ai tenté quelque chose. J'ai pas compris la blague de Josh. Vous me direz si vous l'avez compris de votre côté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours sur l'épisode via le compte Instagram de Tsunami_IA. Et surtout, n'hésitez pas à proposer des sujets pour les prochains épisodes, poser des questions. L'idée, c'est aussi de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao!